parti dans Panorama, les débats de Panorama jusqu'à 19h. L'Inde, l'ascension d'un nouveau géant mondial. Nous sommes avec les invités. Vaiju Naravan, bonsoir. Vous êtes écrivaine, éditorialiste à TheWire.fr, The Hindustan Times et Le Monde diplomatique. Bonsoir Sylvie Matelli. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, économiste, auteur de Géopolitique de l'économie. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol. Mais d'abord, Capucine Patouillet. Bonsoir Capucine. Bonsoir Pierre. Retour avec vous sur cette polémique à l'approche du sommet du G20. En fait, la raison pour laquelle nous avons fait ce sujet, c'est que tout est parti d'une invitation. Oui, une signature au bas du carton d'invitation officielle au G20 envoyée mardi soir, celle de la présidente indienne Droupadi Murmu, qui s'y présente en tant que présidente du Bharat. Alors Bharat, c'est un nom tiré d'un texte mythologique hindou rédigé en sanskrit et qui désignerait le royaume de l'Inde. C'est l'un des deux noms officiels du pays, reconnu par la Constitution, et en opposition avec le nom Inde, choisi par les colons britanniques. Il n'en fallait pas plus par le biais des réseaux sociaux pour que la population et notamment l'opposition du pays y voit une volonté de Narendra Modi d'affirmer encore davantage sa volonté d'hindouiser le pays et de tirer un trait sur son passé colonial. Donc rebaptiser l'Inde Bharat, c'est un concept idéologique fondateur pour Narendra Modi, actuellement en campagne, il faut le dire, pour sa réélection. Oui, le Premier ministre indien brigue un troisième mandat à la tête du pays et cette notion de Bharat, c'est un combat qu'il mène depuis de nombreuses années. Il était alors membre haut placé d'une organisation paramilitaire défendant le retour à l'Akhand Bharat, l'Inde indivisée et proche du parti du Premier ministre, le BJP. Pour eux, le partage de 1947 serait déclaré nul et non avenu, permettant ainsi à l'Inde de retrouver un territoire composé du Pakistan, mais aussi de l'Afghanistan, du Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, le Tibet, le Sri Lanka et le Myanmar. Le G20 est donc une occasion pour Modi d'afficher ses ambitions pour le pays, d'autant que ses opposants politiques se sont unis dans une coalition politique baptisée Indian National Developmental Inclusive Alliance, l'India. Et ben voilà, les précisions de Capucine Patouillet, vous pouvez le voir. Alors, Vaiju Naravan, c'est assez étonnant que cette mutation, ce changement de nom, qui est quand même quelque chose de considérable, pour un aussi grand pays et aussi important que l'Inde, se fasse un peu en catimini sur un carton d'invitation. Non, ça vous a étonné ? Oui, ça se fait en catimini parce que la décision n'est pas encore officielle. L'Inde n'a pas véritablement encore officiellement changé de nom, mais c'est là, dans la tête du parti du BJP qui est au pouvoir, parce que leur projet politique, c'est vraiment l'Inde, d'abord la nation des hindouistes. C'est un projet politique religioso-ethnique. Et c'est la majorité, une espèce de majoritarianisme religieux avant tout, qui changera totalement l'aspect séculaire, inclusif de l'Inde, parce qu'on va exclure ou peut-être mettre au deuxième rang de très grandes majorités qui font partie de l'Inde, les musulmans qui sont arrivés au 8e siècle en Inde et les chrétiens qui sont présents en Inde depuis le 2e siècle. Après Jésus-Christ. Donc ça a l'air comme ça un peu anecdotique. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de nom pour des raisons d'ailleurs très très différentes à chaque fois. Mais là, vous nous expliquez qu'on rentrerait dans une phase un peu de protectionnisme. Pas uniquement protectionnisme, mais aussi de changer le caractère de base de l'Inde. L'Inde n'est pas, c'est un peu comme Israël qui dit, ben voilà, on va devenir un État purement juif, parce que la constitution israélienne, qui n'est pas acceptée par pas mal de minorités qui sont un peu fondamentalistes, qui disent non, on n'accepte pas l'État séculaire. On veut un État religieux. C'est ça qu'ils disent. Et alors, les 200 millions de musulmans en Inde et les 40 millions de chrétiens se trouveront comme des citoyens du deuxième zone. De deuxième zone, carrément. Sylvie Matelli, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je partage cette analyse. Alors, dans les limites de mes compétences, je suis économiste, mais c'est vrai qu'on a vu depuis son arrivée au pouvoir, Narendra Modi, s'affirmer de plus en plus et affirmer de plus en plus la prééminence en fait des hindous en Inde en fait. Donc, il n'est pas très étonnant qu'on voit aujourd'hui cette évolution qu'on pourrait quasiment qualifier de cette dérive en fait.
Oui, et alors du coup, comme vous parlez d'économie et que c'est votre spécialité, est-ce que cette façon de porter les choses, est-ce que ça c'est un risque aussi de moins attirer les investisseurs, de faire, est-ce que ça peut être contre-productif pour, monsieur Modi? Alors, dans l'absolu, tout à fait. Ça peut être contre-productif parce que le nationalisme, le repli sur soi ne sont pas forcément des mouvements qui attirent les investisseurs étrangers, mais on est dans un contexte global beaucoup plus complexe où on voit l'image de la Chine se détériorer probablement encore plus vite que ça pourrait être le cas de l'Inde si l'attitude de M. Modi se maintenait aussi strictement. Donc je pense que ça n'aura aucun effet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se questionnent. On ne peut plus aller en Russie parce que c'est la guerre. On se méfie de la Chine parce qu'il y a une confrontation avec les États-Unis qui a des conséquences. Donc au fond, l'Inde, ça devient un territoire de repli. Et je pense que Narendra Modi et tout son gouvernement l'ont bien compris et qu'ils surfent là-dessus et que leur affirmation de puissance, c'est aussi un moyen de dire aujourd'hui on assume, venez parce qu'on va vous offrir les conditions du développement dont vous avez besoin pour investir chez nous. Vaijouna Ravan, il y a aussi toute une défiance en fait de l'ancien Commonwealth, des Anglais. Il y a une façon aussi de dire voilà, nous ne sommes plus sous le joug des Anglais et il faut le dire d'une certaine manière, donc on le dit et c'est pour ça qu'on fait ça. Oui, aussi, on a vu qu'il y a le Premier ministre britannique qui est d'origine indienne, Rishi Sunak, qui était pratiquement au pied de Narendra Modi aujourd'hui, parce que l'Angleterre post-Brexit, le Royaume-Uni post-Brexit a terriblement besoin de signer des accords de commerce, et il y a cet accord de commerce sur la table avec l'Inde, mais l'Inde extrait tous les avantages possibles en faisant attendre les Britanniques, en disant on va réfléchir. Donc aujourd'hui, M. Sunak, qui a été reçu comme le gendre de la nation parce que sa femme est indienne et elle est la fille d'un très grand entrepreneur en informatique, d'un milliardaire, en effet, mais ça n'a pas véritablement changé, ça n'a pas ramolli la position de M. Modi, qui était là en disant voilà, vous, les Britanniques, on vous a là, on voulait que vous soyez. Sylvie Matelli, c'est un peu la vengeance du serpent à plumes, là, non? Parce qu'il y a eu aussi dans dans le spectre des très très grandes entreprises, Monsieur Tata, qui il n'y a pas très longtemps, il y a je crois une dizaine ou une douzaine d'années, s'est offert Jaguar et Land Rover. Ça a été quand même un symbole, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Là, effectivement, c'est dans la lignée de ce qui s'était passé avec cette histoire-là. Oui, tout à fait. C'est ce qui est en train de se passer est particulièrement intéressant parce qu'on voit un certain nombre de puissances émergentes, l'Inde en tête, finalement prendre les amener en position de dominer les pays occidentaux et ces pays qui pendant très longtemps faisaient la loi. Il est intéressant de noter d'ailleurs que cette année, le PIB de l'Inde a dépassé le PIB du Royaume-Uni. Donc je serais tentée de dire, pour résumer tout ça, qu'à une époque, l'Inde était non alignée, c'est-à-dire qu'elle refusait de s'aligner, ou en tout cas elle essayait de ne pas avoir à s'aligner sur les grandes puissances occidentales. Aujourd'hui, elle se définit comme multi-alignée. Alors multi-alignée parce que non-alignée, c'est un concept qui a été porté par le parti d'opposition à Narendra Modi, mais multi-alignée, c'est intéressant. Ça veut dire que l'Inde, aujourd'hui, joue toutes les cartes qu'elle peut jouer pour défendre l'intérêt national. Mais quand vous dites toutes les cartes, c'est aussi une comparaison avec la Turquie, notamment M. Erdogan, qui est proche de la communauté européenne, et en même temps, c'est celui qui va faire l'émissaire quand il s'agit d'aller parler à Vladimir Poutine, quand il s'agit de parler à Xi Jinping, etc. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, vous avez vu que l'Inde a su habilement profiter de la guerre en Ukraine et de l'affaiblissement de la Russie pour importer du gaz et du pétrole depuis la Russie à des prix bradés et le revendre beaucoup plus cher au reste du monde. Donc on voit qu'on a un pays, qu'on a un gouvernement aujourd'hui en Inde qui s'affirme comme une puissance et plus juste une puissance émergente
et qui se permet de parler et de se comparer, y compris d'ailleurs à la Chine, qui est le challenger des États-Unis, donc quasiment la deuxième plus grande puissance mondiale. Vaidjuna Ravan, on est devenu malin en fait en Inde. Enfin, oui, on est non devenu... pas qu'on ne l'était pas avant, mais c'est vrai que cette histoire de gaz, c'était quand même assez effrayant parce qu'on se bouchait le nez parce qu'on ne voulait pas, nous, pays européens et occidentaux, acheter du gaz qui venait de Russie, parce qu'on voulait justement, d'une certaine manière, accabler et faire en sorte que Poutine ne vende plus son gaz à l'extérieur. Puis finalement, les Indiens le rachetaient et le vendaient à prix d'or aux Européens. Ils disaient, ah bah non, c'est du gaz indien. En fait, c'était du gaz russe. Et les Indiens disaient, ah bah oui, mais vous voulez l'acheter. Pourquoi vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Donc pourquoi est-ce que vous nous accusez de l'acheter à la Russie quand vous êtes content de l'acheter à nous? Ça vous a choqué, vous? Ça vous a choqué à l'époque? Ça m'a choqué l'attitude de l'Inde sur cette question de l'agression russe. Et si on compare le communiqué officiel, qui est sorti de cette grande réunion de G20 aujourd'hui, si on le compare à Bali, il y a juste un an, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit qu'il était vraiment très content. Et à une journaliste qui a osé poser la question quelle est la différence entre Bali et Delhi, parce qu'il y a une nette différence entre les deux communiqués, et je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères indien, a sèchement répondu « Ah, mais Bali, c'était Bali. Ça, c'est Delhi. » Bon, et alors, explication de texte? L'année dernière, on avait dans les termes les plus forts, condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et là, non. Et là, on ne parle même pas de ça. On ne mentionne pas Moscou. Et on dit que vraiment, il faut mettre... Et on parle de la guerre dans l'Ukraine. On ne parle pas de la guerre contre l'Ukraine. Donc, on dit qu'il y a une guerre dans l'Ukraine et qu'il y a beaucoup de souffrance. Il faut mettre... Donc, c'est un pas en arrière. C'est un pas en arrière de la diplomatie indienne vis-à-vis du conflit ukrainien. C'est-à-dire, c'est un pas en avant pour les Indiens et c'est un recul de la diplomatie occidentale. Et les Ukrainiens sont extrêmement mécontents de ce communiqué en disant que c'est vraiment dommage qu'on a utilisé les mots comme ça. On va parler de l'Inde, de Bharat, 18h46. On revient dans un instant avec nos spécialistes. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 19h. Sur Europe 1. Brevo, c'est le CRM tout en un qui redonne du sens à vos relations clients via email, SMS, WhatsApp, tout ça sur une seule et même plateforme. Faites grandir votre entreprise. Créez votre compte sur brevo.com. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la friteuse sans huile de ses rêves, à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. On a tendance à tout suréquiper. Les voitures, les maisons, les outils. Bientôt même les équipements seront suréquipés. Et le suréquipement, ça se paye. Pas chez Nissan. Jusqu'au 31 octobre, la série spéciale Nissan Juke suréquipée est à 230 € par mois. Et oui, vous avez bien entendu, 230 € par mois. Alors faites vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Nissan. Nissan Juke série spéciale 9, LLD, premier loyer 3 500 €, puis 48 loyers de 230 €, 40 000 km chez Accordiac, détail nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Vous êtes bien là, à profiter du buffet du petit déjeuner de votre hôtel Kyriade. Et vous vous rappelez que ce matin, c'est le fameux marché dont parlait Lisa, votre hôtelière Kyriade. Vous êtes vraiment bien là, avec toutes ces spécialités locales à goûter. Prenez le temps de tout découvrir. Dès 3 nuits, profitez de moins 20% sur votre séjour dans votre hôtel Kyriade. Chacun de nos 250 hôtels Kyriade est une découverte. Offre soumise à conditions, modalités et réservations sur kyriade.com. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Quand l'Inde change de nom, et par ce changement de nom, même si c'est pas encore officiel, eh bien, c'est peut-être toute une nouvelle façade politique, géopolitique, géostratégique qui s'annonce pour ce grand pays du monde. Vaidjuna Ravan est avec nous, écrivaine, éditorialiste dans plusieurs parutions, notamment Le Monde diplomatique. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS et économiste. Comment est-ce que il faut regarder maintenant
l'Inde, c'est-à-dire que ce pays qui se retrouve avec juste au-dessus de lui la Chine puis la Russie, on a beaucoup parlé du retour des impérialismes, Vaishonaravan, on a évidemment mis tout de suite en opposition les États-Unis et la Chine. Quel rôle de l'Inde maintenant entre ces différentes puissances? Alors, l'Inde a une position un peu délicate parce qu'ils ont acheté beaucoup d'armes à la Russie. Ils en achètent à la France aussi. Ils achètent à la France aussi, mais la Russie continue à être un des grands fournisseurs des armes aux Indiens. Ça doit être à peu près le seul pays où il y a sur le même tarmac des MiG et des Rafales. Hein. Exactement. Ouais. Et puis, à la fois, ils sont... la Chine est le premier fournisseur commercial de l'Inde. Hein, donc, c'est le premier partenaire commercial de l'Inde. Mais ils sont dans un conflit qui dure depuis très, très, très longtemps dans les Hauts-Himalayas, dans la partie de l'Inde qui s'appelle Ladakh, où en mai dernier, pas ce mai-là, mais le mois de mai 2022, les Chinois ont fait des incursions. Il y a eu des morts de part et d'autre. Oui. On a perdu 20 soldats côté indien, mais peut-être une cinquantaine côté chinois. C'était la première fois qu'il y a eu perte de l'homme. Et les Chinois récemment ont publié les cartes où ils montrent toute la partie nord-est de l'Inde comme faisant partie du territoire chinois. Donc, la Chine et la Russie se rapprochent. L'Inde est amie d'un et ennemi de l'autre et ne sait pas comment jouer entre les deux. En plus, l'Inde a beaucoup de velléités vers les États-Unis parce qu'il y a énormément d'Indiens. Vous avez un Indien qui est maintenant candidat du Parti républicain. Absolument. Aussi. Il y a un Il s'est beaucoup fait connaître lors du dernier débat, effectivement, entre les républicains. Et les Indiens adorent les États-Unis parce qu'on a épousé la cause de libéralisation et la mondialisation. Donc, pour beaucoup d'Indiens, les États-Unis restent le pays rêve, où tout est libéré et libéralisé. Donc, ils veulent jouer le jeu de ce rapprochement avec les États-Unis pour contrer la Chine, mais à la fois, il faut qu'ils soient un peu plus vigilants. Donc, c'est kiff-kiff, on avance un peu de ce côté, puis on recule un petit peu. Mais vous avez parlé de Akhand Bharat. On peut le comparer à ce vieux rêve de la Grande Serbie. Quand on a eu les guerres balkaniques, et on parlait de la Grande Serbie. Et la Grande Serbie, c'était quoi? C'était tout le Magyar et tous les autres pays qui sont devenus maintenant indépendants dans les Balkans. L'Inde a ce vieux rêve parce qu'au temps du bouddhisme, l'Afghanistan faisait partie de l'Inde. Quand dans le 326 avant Jésus-Christ, quand Alexandre est arrivé avec sa conquête, Alexandre de Macédonie est venu en Inde, il était là, il y avait le bouddhisme déjà installé en Inde. Et on parle de ça, des généraux qu'il a laissés derrière lui. Donc, mais il n'y a pas de velléité de conquête de territoire pour l'instant, rassurez-moi. Le parti au pouvoir aujourd'hui, il parle ouvertement de reconquérir ce territoire du Cachemire qui a mené à 4 guerres entre l'Inde et le Pakistan. C'est une histoire... Donc ça veut dire qu'il y a une guerre possible à la clé? Oui. Ah il y a une guerre possible, oui. Ah, il y a une guerre possible à la clé? Il y a une guerre possible même avec la Chine, parce qu'on a toujours un peu redouté l'axe sino-pakistanaise. Heureusement pour les Indiens, les Pakistanais sont vraiment dans un état très, très, très mauvais actuellement. Économiquement, le pays s'éclate. Politiquement, rien n'est stable. Et donc, c'est l'abîme du Pakistan qui joue à l'avantage de l'Inde. Sylvie Matelli, nouvelle redistribution des cartes. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à des conflits armés. Quel est votre point de vue ? Ce qui est intéressant, je trouve, à l'issue de ce G20 à New Delhi, c'est que les Indiens se sont positionnés comme le porte-voix des pays du Sud. Et quand on dit ça,
ça en dit long sur le renouvellement finalement des relations internationales qui est en train de se mettre en place. C'est un renouvellement où on peut à la fois être le premier partenaire commercial de la Chine et en même temps se fâcher, comme ça a été rappelé à l'instant, sur un certain nombre de différents territoriaux. De la même manière, on peut être avoir des intérêts à commercer ou à négocier avec la Russie et avec la Chine et être très proche des États-Unis ou en tout cas s'être rapproché des États-Unis. Donc on est vraiment dans des équilibres à géométrie variable. Alors je ne suis pas certaine que l'Inde ait des velléités de conflit avec la Chine parce que la supériorité de la Chine, la supériorité militaire de la Chine est largement au-dessus de l'Inde et qu'elle se ferait écraser tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a en Asie, et entre l'Inde et le Pakistan, comme ça vient d'être rappelé, un certain nombre de différends, un certain nombre de velléités, et puis surtout une course aux armements qui s'est engagée il y a une quinzaine d'années. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que les deux pays, aussi bien la Chine que l'Inde, achètent de l'armement, des munitions. On dit que la Chine fait une flotte de la marine nationale française tous les 3 ans. Ça en dit long quand même. Alors l'Inde, effectivement, c'est un peu moindre, mais il y a aussi des achats de frégates, etc. Donc il y a quand même une course à l'armement, et ça, c'est presque un peu effrayant. Oui, et c'est surtout une course à l'armement qui ne concerne pas que l'Inde et la Chine, qui concerne l'ensemble de l'Asie depuis 15 à 20 ans. Donc on a une accumulation d'armements dans cette région, une montée en gamme des armements de la région, je pense aussi à l'Indonésie et tout un tas d'autres pays, qui fait qu'à un moment donné, le dérapage est tout à fait possible et donc ça devient une région extrêmement sensible sur ce plan militaire. Malgré cela, Sylvie Matelli, vous en conviendrez, et vous qui avez l'économie pour spécialité, il y a peut-être, comment dirais-je, au-delà de la conquête territoriale, un avantage pour les Indiens de construire des relations économiques avec les voisins, notamment avec les Chinois et peut-être demain avec la Russie, quand effectivement le conflit, on l'espère, sera terminé et que les choses seront un peu aplanies. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on navigue en fait entre deux logiciels. Le logiciel 19e, 20e siècle où la conquête du territoire était une façon d'asseoir son pouvoir. Et puis le logiciel 21e siècle, mondialisation, où c'est plutôt la conquête économique et la puissance. Donc je pense que Vladimir Poutine a fait une erreur en engageant une guerre contre l'Ukraine. Il aurait mieux fait d'investir dans son économie, et que les Indiens comme les Chinois ont bien conscience de ça. Il n'empêche que les vieux logiciels cohabitent encore avec le nouveau logiciel, et qu'on a parfois du mal à savoir lequel va dominer, et qu'on hésite toujours entre les intérêts économiques et puis les intérêts plus stratégiques. Ben voilà, les conséquences qu'on peut avoir d'une simple mention d'un pays sur un carton d'invitation. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on est arrivé? Merci à vous Sylvie Matelli, géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est aux éditions Erol. Merci à vous Vaïjou Naravan. On lira attentivement vos articles dans Hindustan Times, dans Le Monde diplomatique et dans TheWire.fr.